avec une première communication à votre gauche, Jérôme Jacquin, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, à la section des sciences du langage et de l'information, section qu'il préside par ailleurs actuellement. Ses recherches portent sur l'analyse et l'épistémologie de la prise de position dans les conversations, la multimodalité de la parole et l'analyse de corpus linguistique dans le cadre des humanités numériques. À votre droite, Aris Xanthos, qui est également maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, dans la même section. Il s'intéresse notamment dans ses recherches à l'extraction et à la segmentation automatique de corpus textuels, à l'analyse de données textuelles. Ces axes de recherche comprennent des questions de linguistique descriptive, de théorie de l'information, de psycholinguistique computationnelle, d'interactivité et de modularité en analyse des données textuelles. Et aujourd'hui, leur communication s'intitule « L'évolution de la complexité linguistique dans un jeu de cartes numériques », un exemple de Linguistic Game Studies. Ça, c'était, je vois que c'est un autre titre. J'ai merdé avec le titre. Mais voilà, vous avez un titre alternatif. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement pas le titre. J'ai dû faire un copier-coller problématique. Bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, un grand merci aux organisateurs d'avoir mis en place cet événement. Ça nous ravit qu'il ait lieu à Lausanne et de voir que vous répondez présents de toutes les régions de la francophonie, en tout cas. On doit remercier aussi Laura Schott qui a travaillé comme assistante étudiante dans le cadre du projet, puisqu'on a travaillé sur de la notation et puis qu'on s'est mis à trois pour le faire, pour essayer de garantir la robustesse des résultats. Donc en guise d'introduction, donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une analyse linguistique et quantitative d'un jeu de cartes numérique. Et l'originalité de notre recherche, elle n'est pas dans le dialogue entre analyse linguistique et analyse quantitative. C'est un dialogue qui est déjà bien documenté depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais l'originalité, elle réside dans son application aux particularités du domaine vidéoludique. En particulier, on s'est concentré donc sur un jeu de cartes numérique, le jeu de cartes ayant donc l'intérêt de présenter une dimension textuelle linguistique qui est intrinsèquement nécessaire à sa pratique. Il faut du texte pour que ça puisse fonctionner, il faut lire le texte et le comprendre pour pouvoir jouer. Et cette dimension textuelle, c'est ça notre hypothèse de base, elle est en lien avec la dimension économique et ludique du jeu de cartes. Alors, au niveau économique, pour être rentable, le jeu doit à la fois croître en accueillant de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses et fidéliser les anciens joueurs et les anciennes joueuses. Et au niveau ludique, cela se traduit par la nécessité, pour que le jeu conserve son intérêt et sa vitalité dans le temps, il faut que ce jeu évolue en complexifiant progressivement ses règles pour offrir un défi renouvelé au joueur ou à la joueuse aguerrie. Et la recherche qu'on présente aujourd'hui, elle vise spécifiquement à mettre en lumière, si on veut, les traces linguistiques et textuelles de cette dynamique économique et ludique. Alors, à un niveau encore un peu plus général, notre recherche, elle se présente comme un exemple de ce qu'on pourrait donc appeler modestement, mais c'est simplement pour essayer de le caser quelque part, des linguistic game studies. Et la nécessité de ces linguistic game studies, selon nous, elle réside dans un triple constat qu'on pourra peut-être négocier et nuancer probablement dans la discussion. Tout d'abord, on a constaté qu'il y a très peu de recherches sur les jeux vidéo qui s'intéressent à la dimension proprement parler linguistique des jeux, comparativement à d'autres aspects tels que les aspects informatiques, culturels, économiques, pédagogiques, sociologiques, psychologiques ou encore médicaux. Deuxièmement, lorsqu'elles le font, ces recherches travaillent principalement sur des problématiques d'apprentissage ou d'enseignement des langues, de localisation et de traduction, de médiation interactive par le jeu, ou encore elles se concentrent sur les aspects linguistiques des péritextes, tels que les magazines, les reviews, etc. Donc, en fait, en synthèse, selon nous, selon le petit constat qu'on a mené, il existe relativement peu d'analyse de la dimension linguistique, qu'elle soit vraiment phonologique, lexicale, syntaxique, de jeux vidéo, appréhendés comme des objets ou des produits culturels. Mais, encore une fois, c'est à nuancer avec des recherches précédentes et puis, bien entendu, les recherches que beaucoup d'entre vous avaient menées pour cette occasion-là. Donc notre recherche, elle se situe un peu dans cette case et elle va essayer d'en montrer l'intérêt sur un jeu de cartes particulier.
Alors le jeu de cartes en question, le jeu vidéo sur lequel on va se concentrer, c'est Hearthstone, édité par Blizzard Entertainment et paru en mars 2014 dans sa version publique. Le jeu a franchi la barre des 100 millions de joueurs à la fin de l'année dernière, donc c'est vraiment un succès populaire assez considérable. Et son modèle économique, et ça c'est directement en lien avec les préoccupations qu'on vient de mentionner, c'est celui du free-to-play, donc l'accès est gratuit pour tous les joueurs. Par contre, le joueur ou la joueuse peut payer pour étoffer plus rapidement sa collection de cartes. Alors, il y a juste... Pardon, le texte ne suit pas, en fait. Oui, on a juste un petit souci. Voilà. Voilà, ça c'est juste pour fixer les idées. Tout le monde ne connaît peut-être pas Hearthstone ici. Ça c'est un extrait d'une situation de jeu réelle du point de vue d'un des deux joueurs. Et le joueur en question s'apprête à jouer une carte en la faisant glisser depuis sa main, donc la zone qui est tout en bas de l'écran, vers sa partie, la moitié inférieure du plateau de jeu. La carte, qui s'appelle Murloc Tidehunter, possède des caractéristiques numériques, un coût en points de mana, des points d'attaque et des points de vie. Et elle porte, et c'est ce qui nous intéresse en particulier, un texte qui décrit une compétence qui est propre à cette carte. En l'occurrence, la compétence, c'est d'invoquer un deuxième personnage qui apparaît immédiatement à côté du premier, comme vous pourrez le voir dans l'animation suivante. Je vais te laisser manipuler l'ordinateur, je crois. Voilà. Donc, cette deuxième créature s'appelle un Murloc Scout. La carte est l'objet central de ce jeu, ça paraît assez évident, et une de ses caractéristiques les plus importantes, c'est le texte de règles qui figure immédiatement en dessous du nom, comme ici, Battle Cry, Summon a 1/1 Murloc Scout. Mais on peut déjà noter qu'une portion minoritaire des cartes ne présente aucun texte de règles, uniquement des caractéristiques numériques. À chaque carte est également associé un autre texte qui, lui, n'est pas visible en cours de jeu, mais consultable uniquement dans la collection du joueur. C'est un texte dont la fonction est complètement différente, elle n'influence absolument pas la mécanique de jeu ou le déroulement du jeu, mais la vocation de ce texte, c'est plutôt une vocation de scénarisation ou d'allusion au monde fictif dans lequel s'inscrit le jeu, en l'occurrence le monde de la franchise Warcraft de cet éditeur. Donc dans le cas d'espèce, le texte est « Death will rise from the tides », et une seule carte du corpus n'a pas de texte de ce type-là, de texte qu'on appellera texte d'agrément. Donc ce qui nous intéresse en particulier, nous, c'est d'examiner comment ces deux types de textes, texte de règles et texte d'agrément, sont affectés par les deux types de contraintes qu'on a mentionnées précédemment, donc la contrainte ludique de diversifier le jeu pour pour fidéliser la base de joueurs existante, et la contrainte économique de le garder simple pour que les joueurs puissent entrer à tout moment du développement du jeu. Alors, pour le redire encore une fois, puis la voir ici de manière un peu plus textuelle, notre question de recherche, on peut la formuler en fait en ces termes. À quel point et de quelle manière la complexité linguistique des textes de règles, que vous avez vu à gauche, en contraste des textes d'agrément que vous avez vu à droite, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, ou du moins pas de la même manière, à quel point cette complexité linguistique donc reflète-t-elle la tension existant entre deux objectifs contradictoires. On le rappelle encore une fois, le premier objectif, c'est la fidélisation des joueurs et des joueuses par l'ajout progressif de nouvelles cartes et de nouvelles règles, et donc un ajout progressif de complexité. Et le deuxième objectif, garder une facilité d'accès par de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses susceptibles de rejoindre la communauté à tout moment du développement du jeu. Alors cette problématique, elle reflète en fait une préoccupation majeure et tout à fait explicite des développeurs du jeu eux-mêmes. Et ici, vous voyez un extrait d'une interview du producteur exécutif de Hearthstone. Et à la question de savoir comment les développeurs gèrent le fait que le jeu devient au fur et à mesure de plus en plus difficile d'accès, il répond « Oui, c'est une excellente question et cela touche quelque chose qui nous préoccupe. Il y a différentes manières de le gérer et je pense que gérer est le bon mot. » Quelque chose à quoi nous pensons lorsque nous ajoutons de nouvelles cartes, c'est de faire en sorte que nous n'ajoutons pas beaucoup de complexité. Donc même sur les cartes prises individuellement, nous comptons le nombre de mots utilisés sur une carte. Et si c'est un nombre élevé, nous essayons bel et bien de trouver un moyen de l'exprimer de manière plus élégante. Et on va essayer de voir les traces linguistiques de ce travail. Alors quelques mots sur la constitution du corpus. On a commencé par extraire le texte des cartes grâce à une base de données en libre accès dont vous avez ici la référence. Puis nous avons effectué 3 grandes opérations qu'on ne va pas détailler ici. On a été plus dans les détails quand on avait présenté le premier état de la recherche il y a 2 ans. Donc,
Première opération, il a fallu segmenter le texte en unités, qui sont généralement des mots séparés par des espaces, hein, mais il a fallu régler des cas un peu plus complexes, tels que ceux qui sont exemplifiés ici. Au niveau de la lématisation, ce qu'on appelle la lématisation, il s'agit en fait de ramener les différentes formes d'un mot à un lexème unique, si on veut l'entrée d'un dictionnaire. Hein, par exemple, derrière les trois formes apparemment différentes comme fil, fils et felt, hein, elles sont bien différentes en apparence, mais derrière, il y a bien un seul lexème, le verbe fil. Une désambiguisation a d'ailleurs été nécessaire, hein, ça c'est la polysémie du langage, a été nécessaire dans les cas où deux lemmes différents se présentaient sous la même forme, hein, par exemple dream verbe et dream nom. Et finalement, il a fallu opérer cette catégorisation au niveau morphosyntaxique en précisant les adjectifs, les déterminants, les valeurs verbales, etc., etc. Alors, quelques mots encore pour poursuivre en vous donnant ici un exemple. Vous voyez comment le corpus se présente. Le texte de chaque carte, ici, donc, on prend l'exemple de Last Champion, est segmenté donc, en tokens. Chaque token est une ligne et les colonnes permettent d'indiquer le lexème du token en colonne 2 ainsi que sa catégorie morphosyntaxique en colonne 3. On ne va pas donc de nouveau entrer dans le détail, mais on constate déjà à ce stade des différences importantes de complexité linguistique, hein, qu'il s'agisse de longueur simplement entre les deux textes, mais aussi de richesse lexicale représentée de part et d'autre, ou encore de catégories morphosyntaxiques représentées. À noter finalement que nous avons rendu le corpus disponible en libre accès à l'adresse suivante, maintenant qu'il est totalement finalisé, de manière à ce qu'il puisse servir, hein, c'est ça l'idée, à d'autres recherches et possiblement favoriser des collaborations autour de tels projets. Quelques petits problèmes de clic, mais ça va se résoudre. Alors, la dimension temporelle ou diachronique de nos données est déterminée par les ajouts d'ensembles successifs de cartes par l'éditeur. Sur ce tableau, on résume les ajouts qui concernent la partie du corpus pour laquelle on présente notre analyse aujourd'hui. Les deux premières lignes ont un statut un peu spécial parce que ce sont les deux ensembles de cartes qui étaient disponibles dès le lancement du jeu. Par contre, ils sont acquis par les joueurs dans un ordre plus ou moins successif. L'ensemble basique comprend 133 cartes qui sont acquises de façon gratuite, en fait, simplement en gravissant les premiers échelons du jeu et en satisfaisant une série de missions d'initiation. Cet ensemble a une vocation didactique qui est assez explicite et ça se traduit par le fait notamment que 15% environ des cartes n'ont aucun texte de règles dans cet ensemble-là. En contraste, le deuxième ensemble appelé classique est le plus grand du jeu. Ces 245 cartes peuvent être acquises par l'achat de packs avec de la monnaie réelle ou en jeu, et donc de packs aléatoires, et une seule de ces cartes n'a pas de texte de règles. Puis les 5 extensions suivantes sont parues dans les 20 mois suivant le lancement du jeu, au rythme d'environ 3 par année. Ils sont de taille variable. Le plus petit, c'est Naxxramas avec 30 cartes, et le plus grand, The Grand Tournament, avec 132 cartes. Elles ne contiennent que très peu de cartes sans texte, guère plus d'une dizaine sur l'ensemble des 5 extensions. Ces 7 ensembles sont donc les 7 points dans le temps sur la base desquels nous cherchons à caractériser l'évolution de la complexité linguistique dans les textes des cartes. Je vais continuer à te laisser faire parce que décidément, je n'ai pas de succès avec cet ordinateur. L'analyse dont on présente aujourd'hui les résultats aborde la question de la complexité linguistique sous 2 angles distincts. D'une part, la question de la diversité lexicale, donc la richesse du vocabulaire sur la base desquels les textes des cartes sont écrits. Et d'autre part, la longueur moyenne des textes en nombre de tokens. Est-ce qu'il y a beaucoup ou peu de mots, de tokens sur chacune de ces cartes? Et puis on considérera que le texte d'une carte est d'autant plus complexe que son vocabulaire est riche, sa diversité lexicale est élevée donc, et qu'il contient peu de répétitions. Donc la plupart des mots qu'il contient sont des mots distincts. Un dernier point de méthode à préciser avant de passer aux résultats. Nous opérons un cumul des ensembles successifs. Donc le premier point base correspond bien aux 133 cartes de base. Par contre, le deuxième point, CLA, précédé d'une flèche, correspond aux 133 cartes de base, plus les 245 cartes de l'ensemble de cartes classiques, et ainsi de suite jusqu'à la fin du corpus. Donc le dernier point, ça correspond en fait à la totalité des 739 cartes du corpus. Le but étant de rendre compte en fait de la situation de ce joueur idéal, disons, qui effectivement est successivement confronté à l'ensemble des cartes de chaque extension successive, exactement dans l'ordre de leur parution.
Une conséquence de cette façon de procéder, c'est que notre volume de données est toujours croissant, de même que le nombre de cartes, qui le traduit assez directement. Et pour cette raison, en ce qui concerne la diversité lexicale en particulier, il a été important d'utiliser une mesure qui était robuste face aux variations de taille d'échantillons, parce que ce genre de mesures sont potentiellement sensibles à ces problèmes-là. Et pour cette raison, on a retenu une mesure qui s'appelle, qu'on appelle la taille moyenne du vocabulaire dans des sous-échantillons de taille fixe, tirés à chaque point dans le temps. Des sous-échantillons en l'occurrence de 500 tokens, ce qui correspond grosso modo au texte de règles d'une cinquantaine de cartes. Alors on passe finalement aux résultats, en commençant par ceux qui concernent la diversité lexicale. Et puis je vois qu'il faut que je me dépêche un peu, parce qu'on est en train de faire un peu trop long. Non, je crois que ça... Non, ça va? Non, c'est pas... Le timing n'est pas correct. Okay. D'accord. Alors, le graphique de gauche, pour commencer, montre l'évolution de notre mesure de diversité lexicale au fil des ajouts d'ensemble de cartes. La série jaune-orange, je ne sais pas comment elle s'affiche à l'écran, correspond au texte de règles, et la série bleue au texte d'agrément. Et cette première comparaison montre très bien l'aspect très contrôlé du vocabulaire du texte de règles, qui fait un emploi très répétitif et systématique d'un ensemble restreint d'unités lexicales. Le vocabulaire du texte d'agrément, à l'inverse, s'avère nettement plus diversifié, 2 fois plus diversifié environ selon nos mesures, ce qui est proprement faramineux. Et ce contraste est, selon nous, tout à fait compatible avec l'hypothèse que le texte de règles est spécifiquement soumis à la contrainte de rester simple pour permettre l'accès au jeu à tout moment. Toujours sur le graphique de gauche, la courbe du texte de règles est caractérisée aussi par un changement de régime entre les 2 premiers ensembles et ce qui suit, donc entre basse et cla. Et ça traduit effectivement la vocation pédagogique déjà mentionnée des cartes de base. Et finalement, en ce qui concerne le graphique de droite, celui-ci présente, à partir de l'ensemble cla, donc à partir du changement de régime, l'accroissement relatif du vocabulaire, relatif donc à son niveau au stade de l'ensemble cla. Cette représentation montre bien que le vocabulaire du texte de règles croît de façon très rapide et quasiment linéaire, tandis que, et ce jusqu'à la fin de la période d'observation, tandis que le texte d'agrément atteint un plateau à partir de la 3e extension GVG et reste plus ou moins constant depuis là. Et nous voyons dans ce second contraste la trace de l'autre contrainte que nous avons discutée, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter la diversité et la complexité du jeu pour fidéliser les anciens joueurs, ce en ajoutant de nouvelles règles et items lexicaux. Quittons maintenant le domaine de la richesse lexicale pour passer à celui de la longueur moyenne des textes, et vous verrez que les observations qu'on peut faire sur ce plan sont largement similaires aux précédentes. Le graphique de gauche, tout d'abord, montre que les textes d'agrément sont considérablement plus longs en moyenne que les textes de règles. Ça confirme simplement ce que nous pensions jusque-là. Ce qui nous a un petit peu surpris, c'est que on a toujours un changement de régime entre basse et cla du point de vue de la longueur des textes dans le texte de règles. C'est pas ça qui nous surprend, c'est qu'on semble aussi en avoir un dans le texte d'agrément. Puis là, il n'y a vraiment rien dans nos hypothèses qui nous permettaient de prévoir que les textes d'agrément seraient plus longs à partir de l'ensemble classique. Mais bon, pour le moment, notre meilleur pari sur cette question-là, c'est l'hypothèse d'un changement d'auteur ou d'équipe de rédaction. Le graphique de droite montre à nouveau l'accroissement relatif, cette fois-ci de la longueur des textes, à partir du changement de régime, donc à partir de l'ensemble cla. Et ici encore, l'accroissement est régulier et rapide pour ce qui concerne le texte de règles, tandis qu'on ne voit au mieux que des fluctuations aléatoires pour le texte d'agrément, au pire une tendance au raccourcissement. Donc en somme, aussi bien sur le plan de la diversité lexicale que sur celui de la longueur moyenne des textes, ce qu'on observe, c'est que le texte de règles est systématiquement plus simple, enfin moins complexe que le texte d'agrément, mais qu'il se complexifie plus rapidement. Et c'est dans le contraste entre ces 2 observations que nous voyons la trace des 2 forces contradictoires qui guident notre recherche et que nous avons discuté à plusieurs reprises. Donc d'une part, la nécessité de garder le jeu simple pour que les joueurs puissent l'aborder à tout moment dans le temps, et d'autre part, la nécessité de le diversifier pour que les joueurs ne le quittent pas par lassitude. Alors on finit rapidement par quelques ouvertures de cette présente étude de cas. On a identifié 3 grandes trajectoires qui sont bien entendu donc ni exclusives ni exhaustives, quelques idées finalement.
Premièrement, l'ouverture la plus évidente, elle pourrait se faire par le corpus, en appliquant la démarche aux extensions qui ont suivi. On s'est arrêté en fin 2015. Et suite à cette extension, la dernière qu'on a considérée, la LOE, Blizzard va en fait introduire un nouveau système de rotation en certes ajoutant des nouvelles cartes, mais aussi en retirant d'autres des packs précédents, des extensions précédentes. Et donc cela constitue probablement un moyen de contrôler la complexité, et il s'agirait de voir par rapport à nos résultats si quelque chose se passe et quelque chose est visible. Plus généralement, en termes un peu d'analyse comparative, il serait intéressant d'appliquer la même démarche à d'autres jeux de cartes numériques pour voir si on retrouve les mêmes tendances, mais aussi des jeux de cartes imprimés tels que Magic, bien entendu, mais aussi il y aurait d'autres exemples à considérer. Et ça pourrait être aussi l'occasion d'opérer des comparaisons interlinguistiques entre langues pour voir si les résultats varient ou non selon les langues et possiblement d'une langue à la traduction de la langue 1 en langue seconde. Deuxièmement, c'est une ouverture par les observables, les unités qu'on considère, que l'on pourrait favoriser en considérant d'autres aspects linguistiques que le vocabulaire, par exemple en regardant la syntaxe. Alors c'est ce qu'on a prévu de faire vu qu'on a catégorisé le corpus de manière morphosyntaxique aussi et pas seulement lexicale. On pourrait aussi regarder d'autres facteurs de variation que l'évolution dans le temps. Nous, c'était notre idée de cumul, mais on pourrait regarder comment la complexité linguistique varie selon, par exemple, le niveau de rareté de la carte ou le coût dans le jeu. Finalement, peut-être encore plus ambitieux, parce que nécessitant un peu des ajustements méthodologiques et une réflexion probablement plus générale à mener, on pourrait intégrer des aspects plus multimodaux, donc les formes, les couleurs, les feedbacks visuels, qui participent à renseigner les joueuses et les joueurs sur le fonctionnement d'une carte. Et le développeur en est tout à fait conscient, fait souvent ce parallèle en disant que les cartes Magic, on les joue, ça ne change rien, enfin, ça ne nous renseigne rien à partir du moment où on la joue, mais un jeu comme Hearthstone, effectivement, à partir du moment où on pose une carte, il se passe des choses qui renseignent sur le fonctionnement de la carte, donc comment est-ce qu'on code ça et en quoi ça fait partie de la complexité du jeu. Troisième et dernière ouverture qu'on pourrait envisager, qui est plus théorique et plus méthodologique, qui est peut-être encore plus ambitieuse que les précédentes, mais peut-être plus intéressante aussi à certains égards, ce serait de sortir de la seule abstraction d'un joueur ou d'une joueuse un peu idéalisée, qui aurait acheté, donc, comme on l'a vu, successivement tous les ensembles de cartes à leur sortie, mais qui serait exposé à ces ensembles de cartes, qui représentent toutefois quand même l'état du jeu en chaque point du temps, et donc de comparer cette trajectoire individuelle, comparer cette trajectoire idéalisée dans la complexité du jeu, qui est celle que le développeur a possiblement en tête, mais la comparer avec des parcours plus individuels qui peuvent être, entre guillemets, plus accidentés dans la progression, c'est-à-dire on achète un pack mais pas un autre, une extension et pas une autre, on commence le jeu à un certain point, on l'abandonne pendant 6 mois, on le recommence, et ça pourrait être fait peut-être de deux manières, soit de simuler informatiquement des parcours, puis comparer avec ce qu'on a vu ici, soit jouer sur des données ethnographiques et voir des, entre guillemets, vrais parcours de joueurs et de joueuses au sein du jeu. Voilà, on espère que ça suscite une petite stimulation, une discussion. En tout cas, on est vraiment à disposition pour en discuter et puis possiblement aussi discuter du corpus s'il y a des idées pour l'enrichir ou de contribuer à cette expérience. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ce bel exemple de Linguistic Game Studies, comme vous le disiez tout à l'heure. Peut-être une petite question de précision. Vous parliez de cartes sans texte de règles. C'est des cartes qui ont que des données métriques chiffrées, mais pas de règles spéciales, en fait. Voilà. C'est ça? Ok, d'accord. Si on prend celle-ci, il existe des cartes qui ont tout ce qu'il y a là, sauf pas de texte ici, en bas. Donc cette case est vide. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Merci beaucoup. Vous avez répondu à ma première question qui était pensez-vous le faire avec d'autres langues? Je vais vous poser la deuxième. Puis je ne sais pas. Bon, tout le temps de la misère à formuler mes questions. Je me rappelle quand je jouais à Magic the Gathering en 92, le mot tap est éventuellement devenu un icône. Donc, en traduction, en localisation, des fois, on appelle ça de la Ikeaisation des systèmes, c'est qu'on veut éviter de localiser, fait qu'on met des symboles au lieu de mettre des règles puis des mots. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de similaire dans Hearthstone ou est-ce qu'on utilise des symboles ou c'est maintenant juste des textes mots-clés encore ou normalement en tout cas, mon avis, c'est que le compte de mots devrait baisser éventuellement plus les règles avancent, mais...
Peut-être ce qui s'approche le plus de ça, c'est les keywords. Donc là, par exemple, sur l'exemple... Battle cry, silence, ça serait les keywords. Ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est des termes. Certains ont été introduits dès le début du jeu, d'autres ont été introduits plus tardivement comme recodage d'une formule qui devenait récurrente, et puis à laquelle on a à un moment donné un nom qui est plus ou moins transparent. Mais par contre, à part certaines indications justement sur le reste de la carte, comme par exemple ici la gemme bleue qui indique sa rareté, tout est numérique ou textuel, pour autant que je puisse dire. Ouais, je sais pas si tu veux ajouter. Mais dans le cas de Magic the Gathering, vous verriez, il y a de plus en plus de symboles, de moins en moins de textes pour les règles. D'accord. Mais, les textes sont beaucoup plus longs que ce que j'ai vu généralement. Oui, ben, les flavor text, vous appelez ça le texte. Texte d'agrément. Ouais. C'est une question intéressante parce que quand j'ai rapidement cherché d'autres exemples de jeux de cartes numériques, mais je n'ai pas eu le temps de faire ça très exhaustivement, il y a beaucoup qui en fait, n'utilisent aucun texte et qui utilisent justement des icônes pour signaler en fait, des dynamiques. Et ce n'était pas si évident de trouver un jeu de cartes qui ressemble à Hearthstone de ce point de vue-là. Il est assez entre guillemets, toute proportion gardée, il est relativement verbeux en fait, Hearthstone, verbeux, pas négativement, mais il y a pas mal les règles sont effectivement relativement explicite verbalement et ne fonctionne pas par rapport avec des icônes, ce qui est plus le cas d'autres jeux de cartes. Donc ça pourrait être aussi le cas à discuter. Il y a toute une réflexion aussi, alors bon, on ne l'a pas mené encore complètement jusqu'au bout, mais quand on regarde les interviews des développeurs et puis les réactions des joueurs, il y a beaucoup de discussions sur ces textes de cartes, sur leur ambiguïté. Les joueurs disent « Ah, mais celle-ci, elle est mal formulée parce qu'en fait, c'est une première opération qui se passe après la seconde et puis on a l'impression que c'est l'inverse. » Et ces keywords, donc là, Battle Cry, c'est toute une discussion parce que précisément, c'est des mots qui sont apparemment transparent. Dans un interview, un des développeurs utilise l'exemple de Death Rattle, qui est ce que ça lance à partir du moment où la créature qu'on a posée décède, est tuée par l'adversaire. C'est un effet qui est produit. Et puis c'est vrai que à première vue, ça paraît transparent, on peut le comprendre dans la langue, mais en fait, ça a un sens tout à fait particulier dans le jeu en question. Donc, c'est probablement effectivement ce qui se rapproche le plus d'icônes qui synthétiseraient un mécanisme, mais Hearthstone est plutôt un jeu qui va limiter en fait l'usage de ces keywords, possiblement pour faciliter l'accès des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses qui peuvent utiliser quand même leur langue naturelle pour essayer de comprendre les mécaniques du jeu. Merci. Merci. Une autre question, oui, à Fanny. Je vais passer derrière toi, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas du tout si ça rentre dans votre méthodologie ou si c'est possible à prendre en compte, mais est-ce que dans les textes d'agrément, il n'y a vraiment aucune indication sur les règles? Je veux dire, est-ce que ces textes sont vraiment totalement déconnectés du gameplay ou est-ce que par la fiction, ils viennent donner des informations quand même? Je pense que l'exemple qui est à l'écran répond partiellement à cette question, quoi. Donc là, l'effet, c'est une certaine catégorie d'adversaires qui sont des démons vont subir quelque chose qui est d'être réduit au silence. Et puis le jeu va être... derrière ça, c'est un jeu sur la catégorie démon, mais cette fois replacé dans un contexte culturel plus large avec clairement ici l'allusion à Ghostbusters. Donc c'est toujours quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Il y a quand même une relation très claire avec la carte en général, très directe, disons. Mais dans certains cas, au niveau de l'annotation, pour nous, ça a été assez laborieux parce qu'il a vraiment fallu faire des recherches pour savoir quelle pouvait être la référence ou l'allusion dans la culture américaine, en l'occurrence en particulier, qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis, mais oui, il y a souvent un lien. Et vous prévoyez d'exploiter je veux dire, cette comparaison peut-être entre les deux, le corpus de texte d'agrément, texte de règles, voir comment ils se répondent ou pas. D'un point de vue plus qualitatif, quoi. Peut-être, du point de vue des unités lexicales qui sont utilisées. Parce que ça a l'air d'être un corpus tellement riche, on a envie de. C'est super intéressant. J'avoue que c'est pas quelque chose qu'on a évoqué, mais c'est vraiment une idée intéressante. Si quelqu'un est très rapide, il peut le faire dès maintenant parce que le corpus est sur GitHub, mais ça va certainement nous intéresser de le faire aussi. Ouais. Ah cool, je me réjouis de lire ça. Peut-être un complément. C'est vrai que cette carte-là a un lien. Il y en a d'autres. Par exemple, si je prends l'autre exemple qu'on avait... là, il ne veut pas me... C'est fini.
me la mettre. Voilà. Celle-ci a un lien en fait sémantique, thématique plus distinct. Il n'y a pas de lien entre véritablement le contenu de la règle et le texte d'agrément, mais le lien, c'est effectivement, peut-être comme on l'a dit, non, je l'ai pas dit, le lien est en fait que c'est une chanson dans l'univers de World of Warcraft qui est chantée par des Murlocs, un groupe de Murlocs. Qui sont ces donc c'est des paroles de chansons en fait, enfin, c'est un vers de chansons de Murlocs. Donc là, il y a pas ça ne nous renseigne pas sur le fonctionnement de la carte, mais ça contribue à, pour la fanbase du jeu, à travailler autour de l'environnement disons socio-culturel mis en place par le développeur du jeu. On avait, il y a 2 ans, évoqué une autre piste qu'on n'a pas continué pour le moment, mais on va devoir s'y remettre à un moment donné, c'est l'usage des majuscules. Donc c'est vraiment ça peut paraître très précis et anecdotique, mais en fait, il y a tout un usage des majuscules dans ce jeu, qui sont des fois des majuscules sur des mots qui sont tout à fait... je sais pas, commun, hein, pas étrange à première vue, mais qui en fait font appel à tout le lexique et tout l'environnement du développeur du jeu. Donc des fois il y a des réponses de cette manière-là, c'est-à-dire que dans le flavor text, il peut y avoir un mot en majuscule, puis ça nous évoque, on dit ah oui, bah, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a des fois retrouvé le lien. C'est parce qu'en fait c'est un mot non commun, je sais pas, épée, ou on avait c'est quoi ce cataclysme là qui est... Je sais plus. Il y a un mot en fait type cataclysme qui apparaît avec un C majuscule. On dit ah ben oui, c'est le cataclysme de cet environnement de jeu. Donc voilà, les liens sont vraiment, serait intéressant vraiment. Ça serait une perspective vraiment intéressante, mais qui nécessite de prendre pas mal de facteurs et d'avoir une bonne connaissance du jeu aussi pour bien pouvoir annoter tout ça. Et on va s'arrêter. Le temps, la montre suisse. Merci encore une fois. Merci.